Bienvenue sur Africonte, là où les histoires africaines prennent vie, avec leurs secrets, leurs pactes invisibles et leurs vérités que personne n'ose raconter. Ce soir, je vais vous emmener dans l'une des plus sombres. Celle d'un footballeur congolais dont la gloire cachait un prix inimaginable. La pluie fine tombait sur Lisbonne, donnant à El Estadio da Luz un éclat métallique. Ce 23 août 2020, le monde entier avait les yeux rivés sur la finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. Mais pour Yann Mouyabi, ce n'était pas seulement un match, c'était l'instant où son passé allait le rattraper. Le score était encore vierge, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Les supporters, même à distance à cause des restrictions sanitaires, faisaient vibrer les écrans. Sur la pelouse, Yann courait, mais son regard s'égarait vers un point dans les tribunes quasi vides. Là, au milieu des rares invités autorisés, Kélian, son fils de 6 ans, se tenait debout. Immobile. Et juste derrière lui, une femme. Pas n'importe quelle femme. Peau irisée, yeux argentés, cheveux ruisselants comme si elle venait à l'instant de sortir de l'eau. Elle souriait. Dans sa main, elle tenait un objet scintillant. La bague en argent gravée de symboles étranges, la même que Yann portait depuis ses 16 ans. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Il savait. Ce moment, il l'avait redouté depuis des années. Je t'offrirai la gloire, mais un jour, je viendrai réclamer ce qui t'est le plus cher. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho venu des profondeurs. Ce soir, la finale la plus importante de sa carrière venait de changer d'enjeu. Ce n'était plus PSG contre Bayern, c'était Yann contre elle. Et le prix, cette fois, risquait d'être son propre fils. Le fleuve Congo, large et puissant, s'étendait comme une mer intérieure. Ses eaux brunes charriaient des secrets que seuls les anciens osaient murmurer. À 11 ans, Yann Mouyabi le connaissait mieux que personne. Chaque matin, il accompagnait son père, Jean-Benoît, dans leur vieille pirogue, apprenant à lire les courants et à reconnaître le moment précis où le filet se tendait. C'était leur rituel, un moment sacré entre père et fils. Mais ce matin-là, l'air était étrangement lourd, et les oiseaux restaient silencieux. Le soleil commençait à percer, quand un clapotis étrange rompit la quiétude. Jean-Benoît fronça les sourcils, posa sa rame et se pencha au-dessus de l'eau. « Tu entends » demanda-t-il. Yann allait répondre quand une silhouette apparut sous la surface. Pas un poisson, pas un homme. Une forme humaine féminine, la peau brillant comme de l'écaille au soleil. En un éclair, l'eau s'ouvrit, et Jean-Benoît fut happé. La pirogue tangua violemment. Yann hurla, tendant la main, mais ses doigts ne saisirent que le vide. Le silence revint aussitôt, lourd et oppressant. Yann resta figé, les yeux rivés sur les vaguelettes qui se refermaient, comme si rien ne s'était passé. Une odeur de vase montait, et dans son esprit, il crut entendre un rire étouffé. Les larmes brûlaient ses joues, et une peur glaciale s'ancra dans son ventre. Il pagaya seul jusqu'au rivage, les bras tremblants, incapable de dire un mot. Au village, les pêcheurs se précipitèrent. 2 anciens hochèrent la tête gravement. C'est elle. Mami Wata. Sa mère, le visage ravagé par la peur, le saisit par les épaules. Tu ne diras rien, tu entends ? Pas un mot. Cette nuit-là, elle brûla les vêtements de son mari et ferma les volets, comme si elle craignait que l'eau elle-même vienne frapper à leur porte. Mais Yann ne pouvait pas oublier. Les yeux argentés, le contact glacé, la disparition instantanée. Tout restait gravé en lui. Et même s'il l'ignorait encore, cette rencontre allait marquer le début d'un lien invisible entre lui et le fleuve. Un lien qui, des années plus tard, prendrait la forme d'une bague, et d'une promesse impossible à briser. Les jours qui suivirent la disparition de son père furent étouffants. Dans leur petite maison en bois au bord du fleuve, le silence pesait comme une pierre. Sa mère parlait peu, se contentant de préparer le poisson séché qu'elle vendait au marché. Chaque fois que Yann posait une question, elle détournait le regard, comme si le simple fait d'évoquer l'eau pouvait attirer un malheur plus grand. Mais la nuit, il l'entendait sangloter derrière la cloison, priant à voix basse. Pour échapper à cette atmosphère, Yann passait de longues heures sur le terrain poussiéreux du village. Avec un ballon rafistolé de ficelles, il jouait jusqu'à ce que ses pieds soient couverts de plaies. Sur ce terrain, il se sentait libre, comme si le fleuve n'existait pas. Mais un après-midi, alors qu'il jouait seul, une pluie fine se mit à tomber, sans nuages au ciel. L'herbe autour de lui se mouilla, et une odeur de vase monta, exactement la même que le jour où son père avait disparu. Son cœur se mit à battre plus vite. Il regarda autour, mais il n'y avait personne. Pourtant, il jurait avoir vu, à la limite du terrain, une flaque d'eau qui n'était pas là avant, et dans laquelle un reflet de visage féminin semblait l'observer. Il recula, trébucha,
puis se remit à courir, comme si chaque pas pouvait le sauver d'une présence invisible. Son cœur se mit à battre plus vite. Il regarda autour, mais il n'y avait personne. Pourtant, il jurait avoir vu, à la limite du terrain, une flaque d'eau qui n'était pas là avant, et dans laquelle un reflet de visage féminin semblait l'observer. Il recula, trébucha, puis se remit à courir, comme si chaque pas pouvait le sauver d'une présence invisible. Il croyait pouvoir enterrer ce souvenir et construire sa vie loin des légendes. Mais le fleuve ne l'avait pas oublié. Et bientôt, sous le regard d'une silhouette tapie dans les profondeurs, Yann allait recevoir un cadeau qu'aucun homme ne devrait accepter. Une bague, et une promesse scellée avec l'invisible. À 16 ans, Yann Mouyabi n'était plus seulement un jeune du quartier, il en était devenu la fierté. Partout où il passait, les enfants imitaient sa manière de dribbler, et les anciens hochaient la tête avec admiration. Sur le terrain poussiéreux, il bougeait avec une aisance presque irréelle, comme si chaque mouvement était chorégraphié par une force invisible. Mais chaque fois qu'il marquait, un frisson le parcourait, sans qu'il sache pourquoi. Ce dimanche-là, le tournoi interquartier battait son plein. Le terrain était encerclé par une foule bruyante, des tam-tams résonnaient, et l'odeur de poisson grillé flottait dans l'air. Yann jouait pieds nus, esquivant les tacles comme s'il glissait sur l'eau. En finale, il marqua le but de la victoire d'un tir puissant, au moment précis où un nuage noir recouvrit le soleil et qu'un vent humide se leva. Dans les cris de joie, il crut entendre, très faiblement, un chant mélodieux venant du fleuve. Le soir, alors que tout le quartier fêtait sa victoire, Yann resta en retrait. Il connaissait ce chant. C'était celui qui l'avait accompagné dans ses cauchemars depuis la disparition de son père. Une voix douce, envoûtante, presque caressante, mais qui cachait quelque chose de sombre. Il sentit l'air s'alourdir, et un goût salé lui monta à la bouche comme s'il venait de plonger la tête sous l'eau. Au lieu de rentrer chez lui, il prit la direction du fleuve, attiré malgré lui. Les eaux sombres s'étendaient devant lui, calmes mais menaçantes. Il scruta la surface, espérant, ou redoutant, voir quelque chose. Ce fut un éclat argenté qui attira son regard, juste sous la surface, comme un bijou qui reflétait la lumière de la lune. Une sensation étrange l'envahit, mélange de peur et de curiosité. Il recula, mais ses pieds semblaient peser une tonne. Quelque part dans l'obscurité liquide, quelqu'un l'observait. Ce soir-là, Yann ne savait pas encore qu'il venait de franchir le seuil invisible, et que la véritable rencontre approchait. Dans peu de jours, elle sortirait de l'eau, et lui offrirait la bague qui scellerait son destin. 2 nuits après le tournoi, le fleuve semblait l'appeler. Yann, incapable de dormir, quitta discrètement la maison. La lune éclairait l'eau d'une lueur argentée, et un silence lourd enveloppait les rives. Il avançait lentement, pieds nus dans le sable humide, le cœur battant. Soudain, l'eau se mit à onduler, et une silhouette émergea. Elle était là. Police comme du marbre, yeux d'un argent hypnotique, cheveux longs et ruisselants. Des colliers de coquillages scintillaient sur sa poitrine. Elle ne parlait pas, mais sa voix résonna dans sa tête. « Tu as du talent, Yann, mais seul, tu n'iras pas loin. » De sa main pâle, elle sortit de l'eau une bague en argent gravée de symboles étranges qui semblaient bouger à la lumière de la lune. « Porte-la, et aucun gardien ne pourra fermer les portes devant toi. » Yann sentit un mélange de fascination et de peur. Sa gorge était sèche, ses jambes tremblaient. Il pensa à son père, aux histoires que les anciens racontaient. Mais une chaleur douce émanait de la bague, comme une promesse rassurante. Il imagina les grands stades, les foules qui scandent son nom, sa mère vivant enfin sans se soucier du lendemain. Sans vraiment comprendre pourquoi, il tendit la main. La sirène glissa la bague à son doigt. Le métal semblait se fondre à sa peau, ni trop froid, ni trop chaud, parfaitement ajusté. Elle sourit, un sourire qui dévoilait des dents légèrement pointues. « Je te donnerai la gloire, l'argent, et un nom que le monde retiendra. Mais... » Elle s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Un jour, je viendrai prendre ce qui t'est le plus cher. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle recula et disparut dans l'eau, laissant derrière elle des cercles parfaits à la surface. Yann regarda la bague à son doigt. Les symboles bougeaient encore, comme s'ils respiraient. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit-là, sur les rives du fleuve Congo, son destin venait d'être scellé, et le prix serait inimaginable. Depuis la nuit du pacte, tout sembla changer autour de Yann. Ses jambes paraissaient plus rapides, ses tirs plus précis, ses dribbles impossibles à arrêter. Les défenseurs glissaient ou se blessaient juste avant de l'affronter. Les rumeurs commençaient à circuler dans le quartier, ce garçon joue comme s'il avait un esprit derrière lui. Quelques semaines plus tard, un grand tournoi était organisé à Brazzaville. Des équipes venues de tout le pays s'affrontaient,
et la rumeur disait que des recruteurs européens seraient présents. La veille du départ, Yann se réveilla en sursaut. Il avait rêvé de la sirène, qui lui répétait simplement « Demain, frappe 3 fois ». Lors de la demi-finale, Yann marqua 3 buts. Son équipe gagna 3-1, et les spectateurs étaient en délire. Dans le vestiaire, Yann regarda la bague à son doigt. Les symboles semblaient pulser comme un cœur battant. Il sentit un frisson, partagé entre euphorie et inquiétude. Avait-il vraiment gagné par talent, ou parce qu'elle avait décidé qu'il devait gagner? Cette question lui traversa l'esprit, mais la joie et l'odeur de la victoire étaient plus fortes. En finale, il réalisa une prestation parfaite. Ce jour-là, un homme en costume, accompagné d'un interprète, vint le voir. C'était un recruteur du Bayern Munich. Il lui parla de tests en Europe, de stades pleins, de contrats à plusieurs zéros. Yann n'hésita pas une seconde, il accepta. Sa mère pleura, mais cette fois de fierté. La nuit avant son départ, il rêva à nouveau de Mami Wata. Elle souriait, immobile, et lui montrait la bague. Aucune parole, juste ce regard qui signifiait « Je t'ouvre la route ». L'avion décolla de Brazzaville un matin nuageux. Yann fixait la bague, se demandant si elle brillait plus que d'habitude, ou si c'était son imagination. Dans quelques heures, il foulerait pour la première fois les pelouses européennes. Mais dans l'ombre de ce rêve en train de se réaliser, une dette invisible grandissait. L'année 2015 restera gravée à jamais dans l'histoire du football congolais. Pour Yann, ce fut plus qu'un match, ce fut un rappel brutal que son destin n'était pas uniquement entre ses mains. La coupe ce soir-là, il ne dormit pas. Dans ses rêves, il revit le but au ralenti, mais au lieu de ses coéquipiers autour de lui, il y avait l'eau, sombre et profonde, et Mami Wata qui lui disait en souriant « Je t'ai donné la gloire. N'oublie pas ce que tu me dois ». Yann pensait l'avoir encore des années devant lui, mais le compte à rebours avait déjà commencé. Battait son plein, et le Congo-Brazzaville affrontait la RDC en quart de finale. Le stade vibrait, rouge et vert partout, les chants résonnaient comme des tambours de guerre. À la mi-temps, le score était de 2-0 pour la RDC. L'espoir s'effritait. Dans le vestiaire, l'air était lourd, les visages fermés. Yann, lui, fixait la bague. Les symboles gravés semblaient bouger, comme des vagues. Une chaleur étrange se propagea le long de son bras. Et puis, dans un silence intérieur absolu, il entendit cette voix. « Il est temps de montrer au monde pourquoi tu es ici. » Puis vint la 78e minute. Yann intercepta un ballon au milieu de terrain, élimina 2 défenseurs, et décocha un tir imparable, but. Le stade explosa. Ses coéquipiers reprirent confiance, marquant encore 2 fois. Score final, 4-2. Le Congo-Brazzaville venait de réaliser l'un des plus grands retournements de l'histoire de la CAN. Alors que ses coéquipiers levaient les bras au ciel, Yann regarda discrètement sa main. La bague brillait d'un éclat presque surnaturel. Dans les tribunes, il crut apercevoir une silhouette féminine, immobile, qui le fixait. Ce soir-là, il ne dormit pas. Dans ses rêves, il revit le but au ralenti, mais au lieu de ses coéquipiers autour de lui, il y avait l'eau, sombre et profonde, et Mami Wata qui lui disait en souriant « Je t'ai donné la gloire. N'oublie pas ce que tu me dois. » Yann pensait l'avoir encore des années devant lui, mais le compte à rebours avait déjà commencé. Quand il posa pour la première fois ses crampons sur la pelouse immaculée de l'Allianz Arena, Yann sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était plus le terrain poussiéreux de Brazzaville. Cuit, les tribunes semblaient toucher le ciel, les chants résonnaient comme un tonnerre. Mais malgré le verre éclatant sous ses pieds, son regard se posait toujours, par réflexe, sur la bague à son doigt. Elle était là, brillante, immuable, comme si elle observait avec lui. Dès sa première saison, Yann fit sensation. Vitesse fulgurante, précision chirurgicale, vision de jeu incroyable, il dominait. Les titres s'enchaînèrent, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions. Les journalistes parlaient de lui comme d'un phénomène jamais vu depuis des décennies. En 2018, il remporta son premier ballon d'or. Sur la photo officielle, il tenait le trophée doré dans une main, et la bague scintillait à l'autre. Pour le monde entier, Yann était un modèle de réussite. Mais dans l'intimité, il savait que chaque victoire avait un goût amer. Il n'avait jamais enlevé la bague, pas même pour dormir. Parfois, en pleine nuit, il sentait comme un pouls régulier battre dans le métal, comme si la bague respirait. Et à chaque trophée soulevé, il lui semblait entendre, très loin, un éclat de rire féminin porté par le vent. Yann aurait pu chercher à se débarrasser de ce bijou, mais au fond de lui, il avait peur. Peur de perdre tout ce qu'il avait construit. Alors, il continua à jouer, à gagner,
à accumuler les records. Les sponsors se l'arrachaient, il défilait pour les plus grandes marques, et chaque contrat était plus lucratif que le précédent. Mais il n'y avait pas un jour sans qu'il touche la bague du bout des doigts, comme pour vérifier qu'elle était toujours là, ou pour se rappeler qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Un soir, après une cérémonie où il venait de remporter un nouveau ballon d'or, Yann monta seul dans sa chambre d'hôtel. En se regardant dans le miroir, il crut voir derrière lui une silhouette féminine dans l'ombre, ses yeux argentés fixant la bague. Il se retourna brusquement, personne. Mais il savait que ce n'était pas une hallucination. La propriétaire de la bague ne l'avait jamais quitté. C'était lors d'un gala de charité à Paris, en marge d'un match de Ligue des Champions, que Yann la vit pour la première fois. Aïcha Ndongo, mannequin congolaise, silhouette élégante, sourire radieux. Dans la salle, les flashs crépitaient, mais pour Yann, le monde semblait s'arrêter. Ce soir-là, il ne pensa ni au football, ni à la bague. Il pensa à elle. Les mois suivants furent une suite de rendez-vous volés entre deux matchs, de voyages éclairs à Paris, Kinshasa ou Brazzaville. Aïcha était fascinée par son succès, mais aussi par sa simplicité. Un an plus tard, il l'épousa dans une cérémonie somptueuse au bord du fleuve Congo, comme pour lier ses deux vies, celle du village et celle des stades européens. La bague de Mami Wata restait bien sûr à son doigt, mais personne ne s'en étonnait. La naissance de Kélian, 2 ans après le mariage, fut pour Yann le plus grand bonheur de sa vie. Il se promit de protéger son fils de tout, y compris de ce qu'il ne comprenait pas complètement. Mais parfois, quand il berçait l'enfant dans ses bras, ses yeux se posaient sur la bague et une pensée fugace lui traversait l'esprit. Et si c'était lui, ce qu'elle veut vraiment? Pour éloigner cette inquiétude, il se plongea dans sa carrière et sa vie de famille. Ils s'installèrent dans une villa en Allemagne, entourée de jardins et de fontaines. Kélian grandissait heureux, riant dans les couloirs, jouant au ballon avec son père. Mais un soir, alors qu'ils étaient assis près de la fontaine, l'enfant se tourna vers Yann et dit « Papa, tu entends la dame qui chante dans l'eau ?» Yann sentit son cœur se figer. Il essaya de sourire, de dire que ce n'était qu'un jeu. Mais cette nuit-là, alors qu'il dormait, Yann fit un rêve étrange. Kélian marchait seul vers le fleuve, et au loin, Mami Wata l'attendait, sa main tendue. La bague brillait d'un éclat brûlant à son doigt. Le pacte n'était pas oublié. Le compte à rebours venait de s'accélérer. L'hiver allemand avait recouvert la ville d'un voile de givre. Mais à l'intérieur de la villa, un autre froid s'installait, pas celui de la neige, mais celui, humide, qui monte des profondeurs. Un matin, Yann descendit pour prendre son café et trouva le sol de la cuisine mouillé, comme si quelqu'un avait renversé un seau d'eau. Mais les robinets étaient fermés, et aucune fuite n'était visible. Les jours suivants, d'autres incidents se produisirent. Un vase tombait au sol alors que personne n'était dans la pièce. Des traces humides, semblables à des empreintes de pas nus, allant de la porte d'entrée jusqu'au salon. Une nuit, Yann se réveilla en sursaut, un bruit d'eau qui coule venait de la salle de bain. En ouvrant la porte, il trouva la baignoire pleine à ras-bord, l'eau frémissant légèrement, et la bague à son doigt qui pulsait comme un cœur battant. Il tenta de garder son calme, mais la peur s'insinuait. Sa femme commençait à remarquer aussi. C'est étrange, disait-elle, mais sans insister, comme si elle craignait la réponse. Yann, lui, ne doutait pas, c'était un avertissement. Chaque goutte d'eau, chaque odeur de vase, chaque courant d'air humide, tout venait d'elle. Il revoyait les yeux argentés, le sourire énigmatique, et surtout la phrase « Je viendrai réclamer ce qui t'est le plus cher ». Pour se rassurer, Yann fit venir des plombiers, fit vérifier toutes les canalisations, mais rien n'expliquait ces phénomènes. Alors, il prit l'habitude de verrouiller toutes les portes la nuit, de fermer chaque robinet, et même de placer des serviettes autour des drains. Mais au fond, il savait que ce n'était pas un problème de plomberie, et que ces précautions ne serviraient à rien. Une nuit, alors qu'il passait dans le couloir pour vérifier les chambres, il s'arrêta net devant celle de Kélian. La porte était entr'ouverte, et à l'intérieur, son fils parlait dans son sommeil, avec un sourire. Yann s'approcha et entendit des mots chuchotés, doux mais étrangement clairs. « Oui, je viendrai ». Le sang de Yann se glaça. Le fleuve venait de franchir le seuil de sa maison. Un samedi matin, alors que Yann préparait le petit déjeuner, Kélian entra dans la cuisine, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés. Il tenait son ballon sous le bras et déclara d'un ton naturel. « Papa, la dame m'a dit qu'elle viendrait bientôt me chercher. » Yann se figea, la tasse en suspens. « Quelle dame ?» demanda-t-il, essayant de sourire. « Celle qui chante dans l'eau. Elle m'attend. » Yann sentit un frisson glacial le traverser. Il posa la tasse, s'accroupit devant son fils. « Et, tu la vois où, cette dame ?»
dans la salle de bain, et dans mon rêve hier. Elle avait une bague comme la tienne. Le cœur de Yann se mit à battre plus fort. La bague brûlait contre sa peau, comme si elle réagissait aux paroles de l'enfant. Toute la journée, il resta nerveux, observant chaque geste de Kélian, évitant que son fils s'approche des points d'eau. Mais cette nuit-là, il fit un rêve d'une clarté troublante. Il se trouvait au bord du fleuve Congo, la lune reflétée dans l'eau. Mami Wata apparut, plus belle et plus inquiétante que jamais. Ton fils est magnifique. Je viendrai le chercher bientôt. Yann se mit à genoux dans son rêve, suppliant. Prends autre chose, prends tout, mais pas lui. Elle s'approcha, caressant sa joue du bout des doigts. Tout ce que tu as, c'est moi. Yann se mit à genoux dans son rêve, suppliant. Prends autre chose, prends tout, mais pas lui. Elle s'approcha, caressant sa joue du bout des doigts. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Et ce que tu as de plus cher, c'est lui. Avant qu'il ne puisse répondre, elle toucha la bague, qui devint brûlante, et l'eau monta jusqu'à ses genoux. Yann se réveilla en sursaut, trempé, et avec des traces d'eau sur le sol autour de son lit. Te l'ai donné. Et ce que tu as de plus cher, c'est lui. Avant qu'il ne puisse répondre, elle toucha la bague, qui devint brûlante, et l'eau monta jusqu'à ses genoux. Yann se réveilla en sursaut, trempé, et avec des traces d'eau sur le sol autour de son lit. En regardant vers la chambre de Kélian, il aperçut la porte entr'ouverte. Son fils dormait paisiblement, mais ses draps étaient humides, comme s'il revenait d'une baignade. Yann comprit alors que le temps était compté. Mami Wata ne se contentait plus d'envoyer des signes. Elle était déjà là, dans leur maison. 3 jours après le rêve, Yann prit une décision radicale. Il devait retourner au Congo. Il laissa Kélian et Aïcha en Allemagne sous la garde de proches, inventant un prétexte professionnel. Mais dans son esprit, il savait que ce voyage était une course contre la montre. À peine arrivé à Brazzaville, il se rendit dans un quartier reculé où vivait un vieil homme réputé pour ses pouvoirs, Ngoma, un marabout que les pêcheurs consultaient avant de s'aventurer sur le fleuve. Ngoma, assis sur une natte, le regarda longuement sans un mot. Puis ses yeux se posèrent sur la bague. « Tu portes un anneau qui n'est pas de ce monde. » Yann acquiesça, racontant tout, la rencontre au fleuve, les succès, et maintenant la menace sur son fils. Ngoma secoua la tête. Tant qu'elle est à ton doigt, elle peut venir à toi, partout, même dans tes rêves. Le vieil homme tenta de la retirer, mais la bague resta immobile, comme soudée à la peau. Une angoisse profonde s'empara de Yann. Ngoma lui expliqua que cette bague était un sceau. Briser le pacte nécessiterait un sacrifice encore plus grand que ce qu'elle exigeait déjà. Et elle ne prend jamais autre chose que ce qu'elle a choisi. Ces paroles résonnaient comme une condamnation. Yann refusa d'accepter cette fatalité. Le lendemain, il alla voir un pasteur charismatique dans une grande église de Brazzaville. Le prédicateur pria sur lui, imposa les mains, aspergea la bague d'eau bénite. Rien. Le métal resta sec, lisse, brillant. Fils, tu es lié par un pacte de sang spirituel. Si tu veux sauver ton enfant, tu devras affronter celle qui te l'a donné. Ces mots renforcèrent sa détermination. Il savait que l'affrontement était inévitable. En reprenant l'avion pour l'Allemagne, Yann regardait la bague à son doigt. Les symboles semblaient plus vifs, comme s'il savait que le moment approchait. Dans le reflet du hublot, il crut voir un visage féminin aux yeux argentés, juste derrière son épaule. La prochaine fois qu'il la verrait, ce ne serait pas dans un rêve. De retour en Allemagne, Yann ne dormait plus. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Kélian au milieu du fleuve, les mains tendues vers lui, tandis qu'une ombre féminine l'entraînait vers le fond. Les paroles du marabout et du pasteur résonnaient encore. Tant que la bague est à ton doigt, elle te trouvera, et elle prendra ce qu'elle veut. Il décida qu'il devait tenter l'impossible, retirer l'anneau. Il commença par les méthodes simples, savon, huile, glace. Rien. Le métal semblait faire corps avec sa peau. Il prit alors une pince, tenta de forcer, mais au moment où l'acier toucha la bague, une douleur fulgurante remonta le long de son bras, comme si des crochets invisibles s'enfonçaient dans ses muscles. Il lâcha l'outil, haletant, et constata avec horreur que la peau autour de la bague était parfaitement intacte. Mais le métal était tiède, presque vivant. Cette nuit-là, il eut la pire vision de sa vie. Il était sur un stade, les tribunes vides, l'herbe détrempée. Au centre, Kélian, immobile, les yeux clos, debout dans une flaque qui grandissait. L'eau monta, recouvrant ses jambes, puis son torse. Yann courut, hurlant, mais à chaque pas, la pelouse devenait plus molle, se transformant en vase. Quand il arriva enfin, la sirène tenait déjà l'enfant par la main. Elle leva les yeux vers lui, et dit simplement « 3 jours ».
Yann se réveilla en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant à rompre. Il courut dans la chambre de Kélian, l'enfant dormait, mais ses draps étaient froids et humides. Plus question d'attendre. Il prit son téléphone, contacta un vieil ami de Brazzaville, ancien pêcheur, et lui demanda un contact capable de parler aux esprits de l'eau. Cette fois, il ne cherchait plus à fuir. Il allait provoquer la rencontre, pour tenter de sauver son fils. En quittant la chambre, il sentit la bague vibrer légèrement, comme si elle avait entendu sa décision. Les symboles gravés semblaient luire dans l'ombre. Dans 3 jours, la finale de Ligue des Champions allait se jouer. Et Yann savait désormais que ce match ne déciderait pas seulement d'un trophée, mais de la vie ou de la mort de son fils. Le ciel était couvert, l'air lourd, chargé d'électricité. Dans quelques minutes, le PSG et le Bayern Munich allaient entrer sur la pelouse de l'Estadio da Luz pour la finale de la Ligue des Champions. Les caméras du monde entier étaient braquées sur eux. Mais dans le vestiaire bavarois, Yann Mouyabi était assis, immobile, les coudes sur les genoux, le regard fixé sur sa main gauche. La bague brillait faiblement sous la lumière des néons, mais pour lui, elle semblait peser une tonne. Ses coéquipiers plaisantaient, se motivaient, écoutaient les instructions de l'entraîneur. Yann, lui, entendait un autre son, un murmure lointain, presque imperceptible, comme un chant porté par le vent. Ce n'était pas la foule. Ce n'était pas la musique d'avant-match. C'était elle. Mami Wata. Chaque pulsation de son cœur se répercutait dans la bague. Et à chaque pulsation, l'image de Kélian apparaissait dans son esprit, debout dans l'eau sombre, tendant la main. Il essaya de se concentrer sur le match, de se convaincre que ce n'était qu'une finale. Mais tout en lui savait que ce soir ne serait pas une victoire comme les autres. Les paroles de la sirène résonnaient encore. 3 jours. Ce soir était le 3e. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il se demanda même s'il devait jouer, ou courir chercher son fils. Mais où? Comment? Elle pouvait apparaître n'importe où. L'entraîneur appela les joueurs pour la sortie sur le terrain. Yann se leva, inspira profondément, et serra les poings. Il prit une décision silencieuse. Il jouerait, mais il resterait sur ses gardes. Ses yeux ne quitteraient pas les tribunes. S'il apercevait Kélian ou la silhouette argentée de Mami Wata, il sortirait du terrain, peu importe le score. Alors qu'il traversait le couloir menant à la pelouse, la bague sembla se réchauffer, comme si elle se réjouissait de ce qui allait arriver. Les joueurs sortirent, les flashs crépitèrent, l'hymne de la Ligue des Champions retentit. Yann leva les yeux vers les gradins clairsemés, Covid oblige. Et là, à 3 rangées de la pelouse, il crut voir Kélian, immobile, vêtu d'un petit manteau rouge. Et juste derrière lui, une femme à la peau irisée, qui le fixait, en caressant du bout des doigts une bague identique à la sienne. Le coup d'envoi fut donné sous un ciel lourd. Les premières minutes, Yann tenta de se concentrer sur le jeu. Passes précises, dribble tranchant, accélération fulgurante. Mais à chaque fois qu'il levait la tête vers les tribunes, il voyait la même image. Kélian, immobile, les yeux rivés sur le terrain, et derrière lui, la silhouette de Mami Wata, son regard argenté brillant comme 2 phares dans la pénombre. À la 35e minute, alors qu'il récupérait un ballon au milieu de terrain, une pluie fine commença à tomber, sans nuages noirs au-dessus du stade. Les gouttes étaient étrangement chaudes, comme si elles venaient d'une mer lointaine. Yann sentit l'odeur du fleuve Congo envahir l'air. La bague se mit à chauffer, chaque pulsation se synchronisant avec le rythme du chant qu'il entendait dans sa tête. Il jeta un regard rapide vers les tribunes, et vit Mami Wata poser ses mains sur les épaules de Kélian. Un vertige violent le saisit. Le ballon roula devant lui, mais il ne bougea pas. Le stade entier semblait se dissoudre autour de lui, remplacé par une vision. La pelouse transformée en eau noire, les tribunes noyées dans une brume salée, et son fils, au milieu, marchant vers l'ombre argentée qui l'attendait. Les cris des joueurs, l'écho des commentateurs, tout devint lointain. À la 40e minute, alors que le Bayern attaquait, Yann prit une décision radicale. Il sortit du terrain. Les officiels sur la touche crièrent, l'arbitre le suivit du regard, mais il n'entendait rien. Il courut droit vers la tribune où il avait vu Kélian. Les stadiers tentèrent de l'arrêter, mais il les repoussa. La pluie tombait maintenant en trombe, rendant le gazon glissant. Dans son oreille, la voix douce et glaciale de Mami Wata répétait. Lorsqu'il atteignit enfin la première rangée, il leva les yeux, et la chaise où Kélian était assis était vide. La sirène se tenait seule, un sourire presque tendre aux lèvres, levant la main pour lui montrer la bague. L'eau ruisselait de ses cheveux, et derrière elle, les gradins semblaient se fondre dans les vagues d'un fleuve immense. Yann comprit alors que le vrai match commençait, et que l'arbitre, cette fois, ne serait pas humain. Yann bondit par-dessus la barrière,
ignorant les cris des officiels et les caméras braquées sur lui. Les supporters, médusés, le virent disparaître dans les escaliers menant aux couloirs intérieurs du stade. Ses crampons claquaient contre le béton humide, et chaque pas résonnait comme un coup de tambour dans sa tête. Il ne pensait plus au match, ni au score. Il ne pensait qu'à une chose, retrouver Kélian. Les couloirs étaient presque vides à cause des restrictions sanitaires. Mais l'écho d'un chant doux et aquatique flottait dans l'air, guidant ses pas. Il passa devant les vestiaires, longea les salles techniques, jusqu'à une porte entr'ouverte qui donnait sur un escalier descendant vers les sous-sols. Une odeur de vase et de sel montait de là. La bague à son doigt vibrait si fort qu'il en sentait les battements dans tout son bras. Chaque marche le rapprochait d'un mélange de terreur et d'espoir. Et si Kélian était là, juste en bas? Mais et si, il arrivait trop tard? Son esprit oscillait entre la rage et la panique. Des gouttes d'eau tombaient du plafond, s'écrasant sur ses épaules comme une pluie souterraine. Il comprit qu'il ne descendait pas seulement physiquement, il s'enfonçait dans un autre monde. Au bas de l'escalier, il entra dans une pièce éclairée par une étrange lumière bleutée. Là, au centre, un cercle d'eau parfaitement immobile recouvrait le sol. Et dans cette eau, Mami Wata se tenait debout, vêtue d'un pagne aux couleurs du fleuve, la peau irisée, les cheveux ruisselants. Elle tenait Kélian par la main. L'enfant semblait calme, comme hypnotisé. « Tu es venu ?» dit-elle, sa voix résonnant autant dans l'air que dans son esprit. Yann avança d'un pas, le souffle court. « Lâche mon fils. » Elle sourit, caressa doucement la joue de Kélian, puis leva les yeux vers Yann. « Tu sais ce que je veux, et tu sais que je l'aurai. » La bague à son doigt se mit à brûler, plus fort que jamais. L'eau autour d'elle se mit à onduler, s'élargissant comme si le fleuve entier était sur le point d'entrer dans cette pièce. Yann comprit qu'il n'avait plus le temps de négocier, il devait choisir. Maintenant. L'air de la pièce était lourd, saturé d'humidité. L'eau montait lentement autour de Yann, imbibant ses chaussettes et ses crampons. Kélian, toujours immobile, fixait son père d'un regard absent, comme s'il ne le reconnaissait plus. La voix de Mami Wata flotta dans l'air, douce et implacable. « Tout ce que tu as, je te l'ai offert. Et voici l'heure de mon paiement. » Yann serra les poings, la bague brûlant comme une braise vivante à son doigt. Il pensa à toutes ses victoires, au stade en liesse, aux trophées, mais aussi aux nuits blanches, aux signes, à cette peur constante. « Si je te donne la bague, tu le laisseras partir. » Elle eut un sourire énigmatique. « La bague n'est qu'un lien, c'est toi qui m'as promis ce qui t'est le plus cher. » Un désespoir absolu envahit Yann. Il comprit que les années de gloire n'avaient été qu'une avance sur une dette qu'il ne pourrait jamais vraiment rembourser autrement que par ce sacrifice. Ses mains tremblaient, son cœur battait si fort qu'il en avait mal. Il se dit qu'il pourrait fuir, courir avec Kélian, mais une force invisible l'empêchait d'avancer. Ses pieds semblaient collés au sol par l'eau qui montait. Dans un élan de rage, Yann leva la main gauche et tenta de briser la bague contre le mur. Un éclair de douleur fulgurant lui transperça tout le bras, le projetant au sol. Mami Wata s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu ne peux pas briser ce qui est scellé par le fleuve. » Elle prit la main de Kélian et commença à reculer vers le cercle d'eau. Alors, dans un ultime geste, Yann plongea ses mains dans l'eau, attrapant son fils et tirant de toutes ses forces. L'eau devint sombre, bouillonnante, et une douleur insupportable envahit sa poitrine. Quand il rouvrit les yeux, il était seul, allongé sur le sol humide. La pièce était vide. La bague, toujours à son doigt, ne brûlait plus, mais son cœur, lui, semblait creux. En sortant du stade, il vit les lumières, entendit les cris lointains célébrant la victoire du Bayern. Mais aucun visage familier dans la foule. Kélian n'était plus là. Et quelque part, dans les profondeurs du fleuve Congo, Mami Wata souriait, tenant par la main le vrai trophée qu'elle était venue chercher. Le lendemain matin, les journaux du monde entier titraient sur la victoire du Bayern Munich en finale de Ligue des Champions 2020. Les photos montraient Yann Mouyabi, médaille au cou, un sourire forcé aux lèvres. Aucun article ne parlait de son absence mystérieuse en seconde mi-temps, ni de sa course vers les tribunes. Personne ne savait ce qu'il avait perdu ce soir-là. De retour dans sa villa en Allemagne, Yann erra de pièce en pièce. Les jouets de Kélian étaient toujours là, le petit manteau rouge accroché dans l'entrée, et son ballon traînait dans le jardin. Mais la maison, comme son cœur, était vide. Aïcha ne parlait plus. Elle ne comprenait pas, et Yann n'avait pas les mots pour expliquer. Comment raconter qu'il avait échangé la vie de son fils contre des années de gloire? La bague, elle, restait à son doigt. Les symboles gravés semblaient désormais figés, sans mouvement. Mais parfois, la nuit, il lui semblait entendre un léger rire, comme porté par l'eau. Il savait que le lien n'était pas brisé,
qu'un jour, elle pourrait revenir. Et au fond, une partie de lui craignait qu'elle ne revienne pas pour lui, mais pour autre chose. Il reprit les entraînements, joua encore quelques saisons, mais rien n'avait plus la même saveur. Chaque but, chaque trophée lui rappelait le prix qu'il avait payé. Les supporters voyaient un champion, une légende vivante. Lui, dans le silence de ses nuits, ne voyait qu'un père brisé. Parfois, quand il rentrait tard, il s'arrêtait au bord d'un lac ou d'une rivière, fixant la surface sombre, espérant, ou redoutant, y voir deux yeux argentés briller dans la nuit. Il comprit alors la véritable leçon: on ne gagne jamais vraiment un pacte avec ceux qui se cachent dans les profondeurs. On ne fait que retarder le moment où la dette sera réclamée. Et sur le fleuve, quelque part, Mami Wata tenait la main d'un enfant, en attendant le prochain marché. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si l'histoire t'a plu, laisse un like, abonne-toi et surtout dis-moi en commentaire ce que tu en penses, j'ai hâte de te lire.